Léger, léger. Marchons légère, léger. Marchons légèrement. Les gens rencontrés à la guerre, légers, te ressemblaient beaucoup. C'étaient des Français de naguère, un cache-nez autour du cou. Grands ou petits, blonds, bruns ou roux, qu'y faire? Ils s'organisaient dans l'enfer, ces grands enfants de n'importe où, avec leurs gamelles de fer, nés autrement que dans les choux. Affaire d'atmosphère, 14 ou 40. C'est tout comme. Tiens, ça ne rime plus sévère. Les toits sont rouges, les champs verts, légers, légers. Marchons légère, léger. Marchons légèrement. Ce monde est un immense camouflage où la couleur et l'ombre cachent l'homme et le découvrent tour à tour. Comme s'il glissait entre des panneaux ou des cartes. Il ne faut pas trop se presser pour abattre son jeu, car même pris la main dans le sac, ou dans quelque flagrant délit de rêve, même dans les phares inventés pour trouver la nuit devant les voitures, même sur un de ces sacrés plateaux de gadou et de craie, qui sont comme le dos de la main et, encore, à cause des poils, la comparaison pêche, dans ces bleds si désespérément plats que c'est vraiment trop commode d'y tirer l'homme ou le lièvre, sans qu'il y trouve une ride ou un trou pour faire son plongeon, même sur le billard, avec le ventre ouvert. Il y a toujours moyen de se sentir confortable comme dans une forêt, avec des feuillages pour toutes les sortes de pudeurs. Le camouflage, croyez-moi, ça, c'est du grand art dans la vie. Le génie, après tout, c'est savoir se déguiser en courant d'air. 40 villes croient avoir mis Homère au monde et lui, pardon, pas si aveugle que tout ça. Vous voyez ce que je veux dire? Non. Eh bien, Richard Wagner va toujours le chercher entre ses Valkyries. Et Yoto, tout juste un profil sous son béret de velours. Mais si tu tombes dans la peinture, alors, pour le courant d'air, on peut s'en payer une pinte. Il y a le courant d'air, Dürer, et le courant d'air, Botticelli, par exemple, suivant que tu fais dans la frisette ou le cuir repoussé. Quant à l'impressionnisme, en matière de camouflage, il se pose là. Mais voilà, nous autres, le tout venant, pour se faire oublier, il faut dire ce qui est, mon vieux. On manque de technique. C'est tout le temps comme si nous, on se baladait en bannière. Et puis, je vais t'avouer quelque chose, moi. Je n'ai jamais tout à fait pu me faire au feuillet. Pas tant la gêne du public que Bicose le désinfectant. Un champ, le peintre, il y a à son centre. Toutefois, il ne faut pas confondre Gog et Van Gogh. Et tant pis si cette plaisanterie un tantinet eschatologique échappe légèrement aux fantassins de deuxième classe. Tout cela, à propos de cagnard, parce qu'on ne peut pas passer toute sa vie à fignoler des bagues en aluminium. Et pour ce genre-là de conversation, mon ami Guillaume, Apollinaire, eh bien, il en connaît un bout. Il a même inventé quelque chose qui ressemble à du camouflage parlé. Il appelle cela des calligrammes. Et c'est vrai que c'est joli à voir. Pourquoi c'est vrai? Parfois, Fernand, tu dis des mots dont on ne voit pas pourquoi, comme cette idée à toi de m'appeler professeur. Moi qui n'ai pas mon certificat d'études. Tu parles, si tu peignais pareil, tu parles, c'est alors que ce serait du joli. J'ai dit, c'est vrai, parce que c'est vrai que c'est joli.
Et puis calligramme, c'est comme quand tu as de belles fesses, professeur. On dit, voyez-vous, le professeur, il est salement calipige. Tu piges? Non. Il faut avouer qu'il n'y a pas beaucoup de quoi rêver chez toi côté fesses. Et puis, tu ne m'amuses pas. Professeur, va-t'en voir s'il pleut, que je me camoufle dans la solitude. À l'état d'esquisse. Une silhouette sous ces halos bruns et jaunes, du léopard, du véritable léopard. Comment? Tu ne sais pas ce que c'est que les léopards? On n'en voit pas dans ton village, professeur? Et les roses malabars à moustache qui font des haltères les jours de marché? C'est une culotte de quoi qu'ils ont, si tu n'as jamais vu de léopard? À vrai dire, la peinture, c'est toujours un peu du léopard. Nous, seulement, on fait des poids avec autre chose. Et si tu n'as jamais vu de léopard, tu as vu de la peinture. Alors, tu en as un petit aperçu du léopard. On se langue à dire ce qu'on a dans la tête. Eugène, passe-moi le mirliton. Léger, il pleut bergère. Le monde est en dérangement. Qu'importe si je mens ou gère. La guerre n'est pas passagère et l'homme y fait son logement. Marchons, marchons, marchons légères, sans bousculer les étagères, sans casser la crosse aux fougères, car c'est toujours le régiment. Léger, léger, marchons légères, léger, marchons légèrement. Pardonnez, pardonnez-moi ce langage, tout est à réinventer, les mots comme les gens. Mais je vous dis que Fernand Léger ressemblait à s'y méprendre, à vous et moi, peut-être, dans le format au-dessus, voilà tout. Et quand nous étions couleur d'horizon, j'ai connu des types qui disaient encore « Javon », comme s'ils sortaient tout droit de Molière. Ce ne serait plus possible maintenant, que tout le monde parle, comme la radio même dans les betteraves, avec Jean-Sébastien Bach à l'accompagnement. Des gens qui ne croyaient à rien, prêts pourtant à tout croire, tous à la même enseigne. Et je voudrais vous les montrer. Parce que la poésie, à l'inverse de la peinture, est faite pour montrer l'homme, et non point le camoufler. Aussi, croyez-moi, c'est une chose très dangereuse en temps de guerre. Je voudrais vous montrer Fernand Léger. Ce grand gaillard avec des taches de rousseur et la moustache en brosse, la bouche amère quand il ne rit pas, mais il rit souvent. Il se gratte la tête devant le monde et tout le jette dans la perplexité. Il y avait des jours qui n'en finissaient plus. Et, depuis longtemps, on n'avait plus rien à apprendre les uns des autres. Ni comment se planquer, ni sur les molletières. C'est cela, les tranchées. Pourtant, il renaît peu à peu des différences, le caractère et les façons de chacun. Il y a ceux qui chantent la romance et ceux qui ne la chantent pas. Il y a les farceurs. Et, de temps en temps, il y a les morts. Un homme, on commence à le voir au milieu des autres quand il est tout seul. Ce n'est pas un homme, c'est un portrait. Je voudrais vous faire voir Léger au milieu des autres, pour les différences, car sans cela, la tête sur les épaules, 2 bras, 2 jambes, ça peut faire un bonhomme pour un écolier. Mais, à mon goût, c'est trop abstrait. Ça n'a ni la voix ni l'odeur de l'homme. Je ne fais pas le portrait de Fernand Léger, j'en parle. Je le prends par la guerre comme par la main ou par le pied, parce que, dans la suite des temps, quand on a bêtement cru que c'était fini, lui, sa vie, elle était toujours un peu comme s'il y avait encore la guerre. Et tous les gens autour de lui qu'il prenait pour des copains, sauf qui s'arrangeaient beaucoup moins bien qu'eux dans l'existence. Et que le camouflage se faisait maintenant sur des toiles de 30. Il y avait des gens pour en vivre fort bien, pas lui. Peut-être était-ce ceux-là, mieux que lui, qui poussait la romance. Et lui, quand il s'arrêtait de peindre, il ne crachait pas non plus sur un air d'accordéon, dans un petit bal quelque part, pas loin des fortifications. C'était hier, mais on n'allait pas encore dans la lune. Sur les bouteilles, les bouchons étaient encore en bouchons. Et Paris, avec de forts ifs, avec de l'herbe et des boîtes de conserve. On ne se faisait aucune idée de la télévision.
Le monde en général ressemblait au douanier Rousseau. Je ne raconte pas la vie de Fernand Léger. J'en parle, à ma manière. Et je ne ressens pas le besoin, par le menu, d'écrire son atelier rue Notre-Dame-des-Champs. En général, moi non plus, je n'aime pas les cancans. Et dans le civil, moi non plus, je ne me suis jamais fait au fouiller. On ne tirera pas un film de mon poème. On ne fera pas de Fernand Léger, d'après moi, le héros d'un Montparnasse aux Lumières. Il ne dansera pas la Java, rue de Lappe. Il ne rencontrera pas au Dôme ou à la Rotonde Modigliani. Je ne soufflerai pas mot de sa cravate. Et s'il portait une flanelle, il y aura bien quelqu'un pour le dire à ma place, ou le tabac qui lui plaisait. Je parle d'un homme qui peignait tout le long du jour, et qui rêvait du divorce, de la couleur et du dessin. Je parle d'un homme qui, le premier au monde, a peint des fumées. Je parle d'un homme de chair et de sang, dans une grande pièce vitrée qui va et vient, lit un peu, s'assied sur une chaise et puis reprend ses pinceaux et de grandes couleurs propres préparées. Et regarde sa toile, par lui promise uniquement à figurer la beauté de ce temps, qui est à la fois le sien et le nôtre. Un grand corps très maladroit dans cette vie, qui donnait tout ce qu'il avait à n'importe qui, sans se rendre bien compte des saisons qui passent. Un homme émerveillé par la nouveauté de tous les jours. Un manège à la foire, une machine à sous, un trousseau de clés, et qui peint un monde sans ombre, un monde vertigineux d'acrobates, de nageuses et d'ouvriers. Ce n'est pas moi qui décrirai cet homme-là par l'anecdote. Il est plus facile de parler d'un poète que de décrire l'homme qui peint sans doute, à cause de cette crainte qu'on a du jargon de la peinture, de cette poésie à la noix dans tous les catalogues d'exposition. Et Léger n'a guère été non plus épargné dans ce sens-là. Je prendrai ma ceinture, et j'en ferai un fouet pour chasser les grands mots savants, la philosophie, le cosmos, et le bazar d'images devant moi comme des mouches. Tous les passeports verbaux de ce qui ne relève que de l'œil. Pour parler de Léger, je ne prendrai dans mes doigts que les matériaux de tous les jours, les mots qui sont chez eux dans la bouche, les objets qu'on peut toucher sur la table ou chez l'épicier du coin. Il y a plus de prodiges dans un moulin à café que dans tous les séraphins du ciel. Et pour lire l'avenir, au lieu d'une boule de cristal ou des tarots, donnez-moi de vulgaires mains mutilées par le travail. Il est plus facile de parler en vers des grands voyageurs maudits ou des chefs d'armée. Il est plus facile de parler en vers d'une tasse de porcelaine ou des îles Borromées. Il est plus facile de parler en vers de la nuit des choses inaccoutumées. Il est plus facile de parler en vers de la chasse à la baleine. Plus facile de parler du crime et des abîmes de l'âme que d'un peintre dans ce parfum d'huile et de térébenthine qui met ses figures à l'abri des lettres surhumaines de la réclame. Et d'abord, il prend la disproportion des choses réelles, les traits du présent pour l'avenir, mais bientôt, c'est le paysage qui va l'imiter dans sa démarche et sa pensée. Le décor du monde aura l'air de suivre une mode par lui lancée. Naturellement, on a déjà vu les appareils photographiques se mettre à faire avec un peu de retard du Renoir ou du Seurat. Tandis que les peintres de l'école moderne déclaraient qu'on ne peut pour la ressemblance concurrencer la photographie, mais avec Léger,
ce n'est pas de cela maintenant qu'il s'agit. C'est la vie elle-même qui s'est mise à le copier et à le plagier, si bien qu'on pourrait devant les tribunaux la poursuivre, assigner la Seine-et-Oise pour faux et usage de faux, tout entière. Et ce ne serait pas assez. Et voilà qu'il a beau être mort, Léger continue. Il a gagné les nouveaux immeubles qui se bâtissent comme une épidémie en couleur. Sa signature est sur le visage des banlieues et des usines. Il n'y a pas un aéroport qui ne soit tributaire de sa source. Et je ne suis pas sûr, n'ayant pas été, qu'il n'y ait pas son gros trait noir au Cap Canaveral. C'est toujours ce jeune homme, venu de Normandie un beau jour avec tout le troupeau conduit à la tuerie, comme son père menait les bœufs des environs de Lisieux à Paris, aux abattoirs. On n'expliquera jamais de façon satisfaisante l'histoire de comment il a pu passer d'un métier à l'autre, bâti comme il était. Toujours est-il, au début du siècle, qu'il avait fait le portrait de son oncle, et toutes sortes de petits jardins très ressemblants, dans le genre de Claude Monet. Mais comment les choses changèrent? Les choses changèrent comment? Marchons, léger, marchons, légère. Ce fut assez étrangement. Marchons, léger, légèrement. La Seine-et-Oise, j'y reviens. Elle s'est mise à ressembler furieusement à la peinture de Léger. Un certain rapport des toits de tuiles, des oiseaux, des fils télégraphiques, une enseigne sur un bout de jardin sans parler des postes à essence, la disproportion des postes à essence et des pavillons qu'on habite à côté. Cette espèce de comédie quotidienne de la couleur pour vous arrêter sur les routes. Une gesticulation humaine dans la petite nature où passent les autos. Les gens sont de la grisaille, avec de la couleur en dehors. On sent Paris pas loin, qui commence à tout bouffer de son mâche-fer. Mais, entre les édifices, déjà, fleurant la banlieue, il pousse toujours un peu de printemps provisoire. Du printemps qui ne se reproduira bientôt plus ici, pour peu qu'on lotisse un printemps précaire, qui porte gaiement son propre deuil de lilas ou de glycine. C'est ce moment entre la ville et la campagne, ce moment d'herbe et de tuiles creuses qui caractérise si bien cette charnière du siècle, ce passage entre Corot et, comment s'appellera-t-il, le peintre de l'urbanisation totale? C'est ce moment qui est léger, ce moment rêveur comme une bouteille de lait devant la porte, un vélo par la roue accroché dans un arbre, le métro qui s'amène jusqu'à Orsay avec des airs de chemin de fer, les petits viaducs et les nuages sur mesure au paysage. Tout cela neuf est déjà sur le point de disparaître. Du carreau de plâtre et du contreplaqué. Un jour, on la regardera, cette Seine-et-Oise, avec un certain attendrissement. Ce sera des légers, comme des watteaux, les fêtes galantes. Dans ces parcs depuis longtemps morcelés, ce monde incompréhensible à notre époque de radars et de scooters. Les grands peintres sont ceux qui ont fixé les choses périssables. Les canotiers sur la Marne, ou Madame Samary. Un petit coup de soleil avec un petit coup de blanc. Un jour, on la regardera, cette Seine-et-Oise, et on se dira quelle drôle de chose c'était. Comme une écharpe toute rapiécée de travers autour de Paris. On ne peut plus comprendre ce que cela pouvait être comme patriotisme, la Seine-et-Oise, Argenteuil en même temps et les Vaux-de-Cernay, la culture maraîchère et la chasse à courre, et Léger au bord de la route au gros tilleul, le bras sur les épaules de Nadia, la Seine-et-Oise. Un entracte au temps des guerres et des révolutions. Un enfant bossu qui habite en face et qui, de temps en temps, vient regarder ce grand type en train de peindre des choses incompréhensibles, mais gaies. Or, on en a bien besoin quand on est un petit bossu de Gif-sur-Yvette, et de ces grandes fleurs en céramique sur le pas de la porte, qui font un pas en avant comme une personne humaine, et ne se flétrissent pas l'hiver.
Petit bossu, tu ris. Petit bossu, tu nous ressembles. Tu ne te poses pas de questions sur la Seine-et-Oise, tu y vis. Et alors, qu'est-ce qu'il passe comme voiture les dimanches? Il y en a qui se cassent dans les tournants. Il faut aller voir ça. Bien que cela fasse un peu constructiviste, comme nature morte. Mais il y a toujours des éléments à prendre dans les accidents. Des idées de superposition qu'on n'inventerait pas tout seul. Ah, ce chemin qu'on a fait depuis les primitifs. Le premier qui a peint un dé à coudre, il n'imaginait pas les pylônes à haute tension, avec les balises vertes, rouges ou bleues, pour les aviateurs imprudents. Et même, tenez, Michel-Ange, eh bien je parie qu'il n'aurait pas imaginé la Seine-et-Oise. Ça non. Et moi, je te vous en foutrais des jugements derniers pour une petite balade en teuf-teuf avec des pulls verts à raies et des bras nus. Sans oublier que la route, c'est bien le diable. Ce n'est pas toujours longé de fossés jaunes avec des travailleurs algériens qui mettent la canalisation, tandis que le jardinier repique ses pensées. Et ces demoiselles à lunettes passent avec un slip et un soutien-gorge, un pain dans leur sac à ouvrage. Tiens, un avion. Tout le monde lève le nez en l'air et lui fait de grands foufous blancs dans le ciel. Avec tout ça, vous n'allez pas prendre des airs lugubres? Ce n'était pas le genre du défunt. D'ailleurs, le voilà, sur la centrale gazière d'Alfortville. Une drôle de flamme, je vous dis, qui lui sort du réchaud sur le grand mur blanc. Et toutes les couleurs qui sont si loin de la mort et qui s'organisent. Ce n'est encore qu'un petit essai de résurrection. Une façon de voir comment ça serait pris si, le troisième jour, il sortait de son tombeau, s'asseyait sur la pierre et disait aux gardes endormis « Alors quoi, les gars, on roupille ?» Tout cela sans l'ombre d'un ange dans le décor. Peut-être bien une Marie-Madeleine qui passait par là, mais par hasard, et la tête à toute autre chose. Ce qu'il te faut, Fernand, ce n'est pas Alfortville ni la Seine-et-Oise à cette heure. Tu n'as plus de temps à perdre avec la pluie. Il te faut un éternel soleil, une peinture du ciel, comme un coup de poing en pleine figure. Tu poses ton blanc sur le bleu, sur un bleu imprenable. Tu vas te tailler un habit qui aille à ta carrure d'immortalité. Parce que les épaules, ça, tu en as à ton art. Je te demande un peu ce que tu pourrais faire d'un tombeau avec ces épaules-là. Abandonne la Seine-et-Oise et ce petit cimetière de rien du tout. Viens chez nous, là-bas, devant la mer et le ciel, dans ce sacré pays d'œillets et de cerfs. On ne fait plus d'assez grandes églises pour le bon Dieu de nos jours. Fais-leur honte avec ton bâtiment et la gloire de ta peinture. On y jouera pour toujours au ballon. Il y aura des cyclistes pour toujours. Et le soleil qui tape là-dedans, que ça brille juste assez pour qu'on s'y reconnaisse. Et des formes tout autour, qui ne sont rien de bien précis, mais seulement ta volonté exigeante, un signe impérieux de ta présence, la preuve par neuf à jamais que tu as vécu, que tu vis, Fernand, là-bas, au-dessus de la côte, et de tout ce tohu-bohu qui dévale dans la première quinzaine d'août, et tout ce qu'ils peuvent bien inventer tout nus dans la grande lumière. Des filles, des garçons brûlés, des vieux messieurs en chanteloung. Et ça chante, et ça se saoule, et ça fait un chahut du diable. Mais quand le matin se lève au-dessus de ce monde vanné, alors, il y a ce grand fronton colorié sur l'azur, comme un paraphe délibéré traversant l'espace, une espèce de pureté comme on en croyait qu'il n'y en aurait plus, après cette affaire d'Adam et Ève, un papillotement des yeux dans la chaleur, un grand rire au-dessus de tout, une façon de crier à tous « Vous voyez, je suis vivant, je brûle, je brille, j'éclate, je m'étale, je vous parle. Je parais optimiste, va. » C'était donc ça ton camouflage. Il a fallu 2 guerres pour en arriver là. Et tu ressembles, léger, ô Normand, à la face de couleur, dans la lumière de Provence, assis là comme une exagération de ta carrure, au milieu des arbres qu'on a pour toi plantés ici, déjà géants,
parce que des petits auraient eu honte. Te voilà comme Ramsès, à l'entrée du désert, comme Chartres, sur ses champs de blé, comme un soldat qui en a fini pour de bon cette fois de la guerre, et qui s'assied devant tout le monde, enlève ses godasses et contemple ses pieds nus avec une délectation non dissimulée. Tu es là, comme une grande paix blanche et joyeuse, pour toujours, ô léger, qui mesure tout à ta démesure, comme toujours au milieu des hommes, à la fois pareil et dissemblable à eux. Tu as beaucoup appris, beaucoup compris depuis 14, mais tu n'en fais pas beaucoup de foin. Tu te contentes d'être dans le soleil et de briller